et bienvenue dans cette cinquième vidéo qui porte sur l'utilisation de Abinit. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons présenté Abinit, présenter des variables, donner quelques techniques ou si on veut donner des conseils aux nouveaux utilisateurs de Abinit. Alors, nous n'allons pas revenir sur tout cela, mais dans cette vidéo, nous allons vraiment commencer à utiliser Abinit. Donc, c'est pourquoi cette vidéo s'intitule tutoriel sur les bases et ce tutoriel, les tutoriels et le tutoriel sur les bases, celui-ci est le numéro 1, n'est-ce pas? Alors, l'objectif pour nous aujourd'hui, ça sera d'obtenir certaines variables physiques, à savoir la pseudo-énergie totale, la longueur de liaison, ou bien plus simplement la distance interatomique, la densité de charge et l'énergie d'atomisation. Alors, contrairement à la documentation de Abinit qui, pour ce premier tutoriel, utilise la molécule de dihydrogène, j'ai préféré ici utiliser la molécule de LiH. Pour, bon, on est libre d'utiliser une molécule encore plus simple de son choix, mais pour notre tutoriel, nous allons nous baser sur la molécule de LiH. Alors, la première des choses à faire avant de commencer serait de télécharger les fichiers de pseudo-potentiel. Nous l'avons dit dans la dernière vidéo, les liens sont là. Pour ma part, pour cette vidéo, j'ai téléchargé les fichiers de pseudo-potentiel directement sur le site de pseudodojo.org. Donc, alors, un petit rappel, lorsque nous voulons exécuter notre code, c'est celui-ci, comme on l'a dit la dernière fois. Si, bon, supposons que notre fichier d'entrée s'appelle run.abi. Pour l'exécuter, nous allons appeler Abinit, run.abi, supérieur et commercial log. Ça, c'est pour obtenir le fichier de log. Mais nous, tout au long de cette vidéo, nous allons préférer cette dernière possibilité, celle qui permet de séparer le fichier de sortie standard du fichier d'erreur, c'est-à-dire abinit run.abi log de ERR et le E commercial. Alors, avant de continuer, à chaque fois, je vais présenter ce que je compte faire, puis je vais passer au fichier d'entrée, je vais montrer les différentes variables d'entrée qui ont été utilisées, puis je vais exécuter le code, puis nous allons ensemble regarder ce qui est produit en sortie. Donc, la première partie porte, comme on l'a dit précédemment, sur l'obtention de la pseudo-énergie totale. Donc, nous allons passer au fichier. Alors, la dernière fois, alors, voici mon répertoire de travail tuto Abinit, mon sous-répertoire LiH, dans lequel j'ai mon fichier d'entrée que j'ai déjà préparé. Alors, je vais l'ouvrir pour que nous voyons quelles sont les variables qui sont utilisées présentement. Alors, j'agrandis un peu. Alors, premièrement, ce que j'ai fait, c'est de donner le chemin vers le répertoire des fichiers de pseudo potentiel. Alors, comme j'ai dit, j'ai eu à télécharger les fichiers de pseudo potentiel sur le site de pseudodojo. Alors, voici dans mon répertoire tuto Abinit, mon répertoire de fichiers de pseudo potentiel NC SR04 PW standard PSP 8 entre parenthèses IA bon. Alors, vu que mon répertoire de travail se trouve ici
comme vous voyez. Je donne le chemin, bon, pour éviter de tout écrire, je donne le chemin en sachant que mon répertoire de travail, c'est le répertoire T1. Donc, je donne d'abord le chemin. Je définis la cellule unitaire en utilisant la variable ACE2L, comme ceci. Le nombre de types d'atomes. Alors, comme nous travaillons avec la molécule de LIH, nous avons deux types d'atomes. Une fois que j'ai donné les types d'atomes, je peux maintenant donner les noms des différents fichiers de pseudo potentiels qui se trouvent dans ce répertoire. Je les donne dans l'ordre. J'ai li.psp8 et h.psp8. Alors, si on s'en va dans ce dossier, on peut se rendre compte que j'ai bien mes fichiers de pseudo potentiels. Le voici. Alors, voici pour le lithium. Et là, juste au-dessus pour l'hydrogène. Alors, il convient de bien nommer les fichiers parce que si la nomenclature était différente, il faudrait respecter la nomenclature qui se trouve dans ce dossier. Alors, maintenant que je l'ai fait, je dois donner les numéros atomiques de chaque atome et ceci dans l'ordre dans lequel je l'ai donné en haut. Là, n'est-ce pas? On sait que concernant l'atome de lithium, c'est 3 et concernant l'atome d'hydrogène, c'est 1. Et ceci doit être en accord avec ce qu'on trouve dans les fichiers de pseudo-potentiel. Alors, si je prends, par exemple, comme je l'ai présenté dans les vidéos précédentes, si je prends pour la molécule de lithium, alors, cette variable, elle se lit ici, sur cette deuxième ligne, et correspond à ceci, 3. Donc, comme ça. Voilà, c'est 3, n'est-ce pas? On peut aussi s'assurer que pour le cas de l'hydrogène, c'est 1. N'est-ce pas? Il suffit de regarder là sur cette ligne et on voit bien que c'est 1. Alors, une fois que j'ai donné les valeurs, les numéros atomiques, les valeurs des numéros atomiques de chaque atome, je dois préciser le nombre d'atomes dans ma molécule. Ma molécule, c'est la molécule de LIH. N'est-ce pas? Donc, j'ai combien d'atomes? J'en ai 2. Un atome de lithium et un atome d'hydrogène. La prochaine étape consiste à donner un label à chacun des atomes. Je choisis 1 pour l'atome de lithium et je choisis 2 pour l'atome d'hydrogène, comme ceci, en utilisant la variable typat. Maintenant, je dois donner les positions dans l'espace des différents atomes, des positions, on va dire positions relatives dans l'espace. Alors, j'ai choisi de mettre l'atome de lithium à l'origine du repère. Dans ce cas, si j'utilise des coordonnées cartésiennes, c'est pourquoi la variable utilisée, c'est celle-ci, x4, à l'origine du repère, donc le lithium sera à la position 0, 0, 0, tandis que l'atome d'hydrogène sera à la position 2.835, 0, 0. Alors, ces coordonnées ici, elles sont données en bord. On doit se rappeler que dans la présentation de la molécule qui sera utilisée, j'ai fixé pour les besoins du tutoriel une distance atomique de l'ordre de 1,5 angstrom, c'est-à-dire à peu près 2,835 bords. C'est pourquoi dans mon fichier d'entrée, je choisis donc j'ai décidé que l'atome d'hydrogène reste sur l'axe des abscisses et est à une distance de 2,835 bords de l'atome de lithium. Maintenant, pour continuer, je dois définir l'énergie cinétique de coupure, celle-là qui contrôle le nombre d'ondes plantes. Cette énergie, elle se donne en acre. Alors, pour les besoins du tutoriel, j'ai choisi la valeur 20. C'est vrai qu'il est conseillé généralement de prendre une grande valeur, mais tout dépend de la molécule avec laquelle on travaille. La prochaine étape consiste à donner le nombre, à donner l'option pour les K points. Alors, on choisit plutôt 0. Le nombre de K points, on prend 1. Et ceci dans le but d'isoler le système. Parce que, regardez juste là au-dessus, nous avons 10 molécules de lithium dans une boîte. Donc, là, en prenant
le nombre de cas points égale à 1, on est sûr que notre système est isolé, donc contenu dans notre boîte. Et enfin, nous devons, avant de lancer l'exécution de notre code, de notre fichier d'entrée, nous devons donner les différents paramètres de la procédure SCF. Premièrement, nous donnons le nombre de cycles SCF. Nous avons choisi ici 20 avec la variable nStep. Nous donnons également la tolérance sur la différence des forces avec la variable TOLDFE. Ici, nous avons pris 10 puissance moins 6. Puis, nous avons supposé que notre molécule de lithium ici est un isolant. Nous donnons Gmac égale 2. Quoique cette dernière variable n'est pas très importante pour l'instant, mais nous faisons la supposition que nous avons affaire à un isolant. Alors, maintenant que notre fichier d'entrée est prêt, nous pouvons l'exécuter comme nous l'avons dit. N'est-ce pas? Nous pouvons l'exécuter. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans le terminal. Nous ouvrons le terminal. Alors, je le mets là pour que nous soyons tous en face. Je vais agrandir. Donc, la première des choses, c'est de nous rendre dans notre répertoire de travail. Alors, comme le répertoire de travail tuto Abinit se trouve dans mon répertoire personnel, alors c'est pourquoi, vu que je travaille sous Linux, j'écris comme ceci, juste ça. Je vais dans le répertoire LH. T1. Alors, la commande ls me montre qu'il n'y a pour l'instant que mon fichier d'entrée que j'ai appelé ici liht.1.abi. Alors, c'est bon, je peux maintenant lancer Abinit. Alors, on peut s'assurer, avant de lancer, que la commande est correcte, n'est-ce pas? Donc, j'aurai un fichier de log en sortie et un fichier d'erreur qui va contenir les erreurs. Alors, ici, je tiens à préciser que lorsque nous utilisons cette procédure, rien ne s'affichera dans le terminal. Bon, pour que nous soyons sûrs que notre calcul s'exécute jusqu'à la fin, je vais un peu aller dans le répertoire avant de lancer l'exécution pour qu'ensemble nous voyons ce qui se passe une fois que je lance l'exécution. Parce que le calcul va prendre quelques secondes, dont le résultat n'est pas instantané. C'est bon. Voilà, on va apparaître les différents fichiers. D'accord. Alors, à ce niveau, je pense que c'est terminé. N'est-ce pas? Nous avons là fichier d'erreur, fichier de log, le fichier de sortie standard de Abinit que nous allons regarder tout à l'heure. Puis d'autres fichiers sur lesquels nous nous attardons pas pour l'instant, mais pour lesquels dont nous en reparlerons dans la suite ou dans les prochaines vidéos. Alors, nous pouvons ouvrir notre fichier de log directement. Alors, et nous descendons jusqu'à ce que nous cherchons. Ah non, là je suis trop descendu. Oh, je suis trop descendu, je vais remonter. Alors, d'accord. Ça c'est notre fichier de log. Alors, on remarque bien qu'il y a il y a des commentaires là-dedans. Ce sont des messages, juste des commentaires, ce ne sont pas des messages d'erreur. Parce que s'il y avait erreur, notre calcul ne serait pas arrivé à son terme.
OK. Lorsque je parcours le fichier, je me rends compte que celui-ci est arrivé au terme, puisque lorsque on arrive en bas, juste à la fin du fichier, il y a une documentation qui est proposée directement par le logiciel Abinit, n'est-ce pas? Cette documentation, bon, on va dire, elle est en rapport avec le calcul qui a été effectué. Alors, c'est bon, notre fichier est correct, mais comme on l'a dit précédemment, si on veut s'assurer que notre calcul est arrivé au bout, c'est-à-dire lorsque nous voulons voir les résultats, nous devons plutôt explorer le fichier de sortie liht1.abo. Mais avant ça, pour ceux qui ont installé AbiPy, il est également possible, sans avoir besoin d'aller ouvrir directement le fichier de log, il est possible de l'ouvrir en utilisant AbiOpen, n'est-ce pas, de cette manière, directement dans le terminal. N'est-ce pas, on va faire juste là, AbiOpen, log-p. Donc, on va patienter. Il va nous afficher fichier de log. Ok, cela prend un certain temps, mais voici. Alors, puisqu'il n'y a pas eu d'erreur, notre fichier peut s'ouvrir comme ceci. Voilà, on regarde ici, nombre d'erreurs 0, n'est-ce pas, nombre d'alertes 0, nombre de commentaires, il y en a 3. Et ce sont ces commentaires-là qu'on voit juste là, au-dessus. Donc, nous sommes convaincus que notre calcul est arrivé à bon port. Mais toutefois, pour s'en assurer, le mieux, c'est d'ouvrir le fichier de sortie standard de Abinit qui est dans notre cas liht1.abo. Je l'agrandis pour qu'il soit bien visible. Puis on parcourt. Alors, si lorsque nous arrivons à cette ligne-ci, si le fichier continue, cela signifie que le calcul s'est bien déroulé. Donc, nous avons cette ligne, comme on peut bien le voir, et à la fin, nous avons les différents résultats. Nous avons les différents résultats. Un peu comme dans le fichier de log, n'est-ce pas? Mais le fichier de sortie qui nous intéresse, c'est plutôt celui-ci, et non le fichier de log. N'est-ce pas? Parce qu'on peut revenir sur le fichier de log, que voici. Donne juste des informations pourrait nous être utile. Alors, c'est bon. Nous avons notre fichier de sortie pour ce premier calcul. Maintenant, nous avons identifié, nous avons pu identifier que le calcul s'est très bien déroulé grâce à ce mot-clé, n'est-ce pas? Ce mot-clé, puisqu'il apparaît et que notre fichier continue, alors il n'y a pas de problème. Alors, on peut remarquer qu'en plus des variables que nous avons définies nous-mêmes, il y a des nouvelles variables qui ont été définies automatiquement par l'interpréteur de Abinit. Que voici, n'est-ce pas? On peut prendre par exemple SP-group qui représente la symétrie d'espace de notre système ici. Bon, nous reviendrons sûrement sur cette variable un peu plus tard, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'entrée de jeu? Alors, ici, là, nous voyons que nous avons défini pour le cycle SCF 20 étapes. Mais cette ligne nous permet de nous rendre compte, bon, précisément celle-ci, plus bas, elle nous permet de nous rendre compte que la convergence a été atteinte à la 7e itération, directement à la 7e itération. Donc nous n'avons pas eu besoin de faire 20 itérations pour atteindre la convergence. Mais nous y reviendrons. Retournons d'abord ici. Alors,
Donc, nous avons déjà répondu à cette première question, c'est-à-dire combien de cycles SCF ont été nécessaires pour satisfaire le critère donné par la variable TOLDFE. Donc, comme nous avons montré là tout à l'heure, n'est-ce pas, on a eu besoin simplement de 7 itérations. Nous n'avons pas besoin d'atteindre les 20 itérations, n'est-ce pas? Car vous voyez ici, cette valeur, 1,381 exposant fois 10 puissance moins 8 est plus petit que notre critère qui était de 10 puissance moins 6. N'est-ce pas? Alors, nous pouvons également connaître le nombre de cycles qui a été nécessaire. Alors, pour ceux qui ont installé AbiPy en utilisant cette commande-ci directement dans le terminal, et on aura une réponse visuelle. Exactement. Alors, je mets comme ceci. Ok, je mets comme ceci et je réduis un peu pour que tout le monde puisse voir. Donc, abi open.py lh. Là, je agrandis, que tout le monde voit. C'est-à-dire, nous allons ouvrir de manière graphique le fichier de sortie standard. Voici. Et on patiente l'affichage et nous allons nous rendre compte également de manière graphique. Nous pouvons voir que le nombre de cycles SCF pour atteindre la convergence est bel et bien égal à 7, comme nous avons pu le remarquer dans le fichier de sortie. Alors, l'image qui nous intéresse, c'est celle-ci. J'agrandis. On voit bien qu'un peu partout, on s'arrête là à 7. Également ici, iteration step, c'est 7. Là également, c'est 7. Vous voyez, la convergence, exactement. Pourquoi on s'arrête au numéro 7? C'est-à-dire, entre la 6e itération et la 7e itération, il n'y a pas une très grande différence. C'est-à-dire, la différence d'énergie était inférieure à 10 puissance moins 6, par exemple. Donc, on voit bien qu'à cette itération, le critère est satisfait. Alors, la prochaine question qu'on va se poser, c'est celle de savoir si l'énergie converge plus que celle qui a été donnée par le critère TOLDFE. Donc, pour répondre à cette question, nous allons encore nous rendre dans notre fichier de sortie que voici, n'est-ce pas? Alors, comme je montrais tout à l'heure, ce critère-ci, 1,38 fois 10 puissance moins 8 est inférieur à 10 puissance moins 6. Donc, effectivement, l'énergie converge plus que celle donnée par la variable TOLDFE. Alors, l'autre question, c'est celle-ci. Nous posons la question de savoir quelle est la valeur de la force sur chaque atome. Celle-ci est donnée en A' par bord. Donc, la réponse à cette question se trouve encore bien évidemment dans le fichier de sortie. Alors, donc, rendons-nous dans notre fichier de sortie. Que voilà. Alors, nous devons chercher ici. La réponse à notre question est donnée à cette ligne-ci, où nous avons Cartesian force, qui est donnée en A' par bord. N'est-ce pas? Alors, nous remarquons que quoi? Ici, c'est-à-dire là, voici la réponse à notre question. On remarque que la force qui s'applique sur la molécule de lithium est orientée
vers les X négatifs. On voit le signe ici. Tandis que la force qui s'applique sur l'atome, autant pour moi, sur l'atome d'hydrogène est orientée vers les X positifs ici, puisque le signe qui est là devant, c'est le signe plus. Alors, la conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que la molécule aura tendance à s'étendre, c'est-à-dire l'atome de lithium aura tendance à s'éloigner de l'atome d'hydrogène. C'est pourquoi les forces sont orientées en sens inverse. Et nous le remarquons grâce au signe que nous avons là, n'est-ce pas? Puisque là, ce sont les coordonnées cartésiennes de chacune des forces qui s'appliquent sur chacun des atomes. Alors, la prochaine question à laquelle nous souhaitons répondre, c'est de donner la différence d'énergie entre deux états électroniques. Alors, encore une fois, bon, nous avons les résultats là, mais ces résultats, pour les lire, nous devons faire la différence entre les niveaux d'énergie, les valeurs des différents niveaux d'énergie, lesquelles énergies sont données en atrie. Donc, comme nous allons constater tout à l'heure dans le fichier de sortie, nous avons 3 niveaux d'énergie. Donc, la différence d'énergie entre le premier et le second niveau d'énergie, tel que ça a été calculé, ça vaut sensiblement 1,639 atri. Entre le premier et le troisième, 1,777 atri. Et entre le deuxième et le troisième, 0,137 atri à peu près. Alors, comment est-ce qu'on a fait pour lire ces valeurs? Il nous suffit de nous rendre dans notre fichier de sortie. Alors, rendons-nous dans notre fichier de sortie. Nous devons le parcourir. Non, c'est plus haut, c'est plus haut. Bon, je vais le chercher dans un cas. Ok, c'est ici. Alors, c'est ici. Alors, voici la valeur de l'énergie du premier niveau, celle du second niveau, et enfin ici, celle du troisième niveau d'énergie. Alors, donc, pour repérer ces énergies, il suffit de chercher la ligne où il y a écrit Angle Value. Et c'est précisé que ces valeurs sont données en atri. Donc, en faisant la différence entre cette énergie qui est plus haute que cette là, nous avons la différence d'énergie entre le premier niveau et le second niveau. Et si nous utilisons plutôt cette troisième énergie et la première, nous aurons la différence d'énergie entre le premier niveau et le troisième niveau d'énergie, ainsi qu'il suit. Bon. Alors, nous venons de présenter le fichier de sortie que nous avons obtenu en exécutant notre fichier d'entrée ici, que nous avons nommé LIHT1, avec les différents paramètres. Nous avons donné, et ceci va se répéter dans la suite dans tous les autres fichiers, le chemin vers les fichiers de pseudo-potentiel. Nous avons défini la cellule unitaire, donné le nombre de types d'atomes, les pseudo-potentiels, c'est-à-dire nous avons donné les noms des fichiers de pseudo-potentiel, les numéros atomiques de chaque atome, le nombre d'atomes de notre molécule. Nous avons donné un label à chacun des atomes, donné les coordonnées cartésiennes dans l'espace de chaque atome, c'est-à-dire les positions de chaque atome dans l'espace, l'énergie cinétique de coupure, les options, l'option pour les K points, le nombre de K points, donner les paramètres de la procédure SCF, la tolérance, et enfin nous avons supposé que nous avons affaire à un isolant. Alors, la prochaine étape sera d'ajouter une variable
une nouvelle variable 2, n'est-ce pas? Et voir ce qui est ajouté, donc ce qu'on obtient en plus dans le fichier de sortie. Alors, c'est la variable PATVOL que nous allons mettre à 2. Alors, ça, ce travail a déjà été fait, n'est-ce pas? Je vais le montrer. C'est-à-dire, dans ce répertoire, j'ai créé ce fichier. Alors, la seule différence entre ce premier fichier d'entrée, entre ce deuxième fichier d'entrée qui s'appelle ici liht2.abi, c'est juste la présence de cette variable-ci qui permet de paramétrer le volume d'informations à imprimer à la sortie. Donc, nous allons exécuter ce fichier. Donc, pour ce faire, nous devons nous rendre dans le répertoire T2 où il se trouve. Vous voyez, pour l'instant, il est seul. Puis nous allons exécuter ce fichier-là. Donc, on peut voir que le répertoire est en train de se peupler. C'est bon. Alors, le calcul est achevé. C'est-à-dire, il met à peu près le même temps que le calcul précédent, à la différence que le fichier de sortie standard aura beaucoup plus d'informations que le fichier précédent. Alors, on peut le voir simplement. Regardez, je vais là. On remarque que nous avons ici jusqu'à 408 lignes. N'est-ce pas? Ici, 408. Alors que tout à l'heure, s'il faut comparer, attendez, je vais agrandir pour que ça se voie un peu mieux. Voilà, 408. S'il faut comparer avec notre premier fichier, nous n'en avons que 397. Alors, nous allons présentement montrer où se situe la différence entre les deux fichiers. Les résultats restent les mêmes, n'est-ce pas? La seule différence, c'est le volume d'informations produit dans ce fichier qui est différent du volume d'informations qui a été produit dans le premier fichier de sortie. Voici. Alors, la première différence qui est visible facilement, c'est ceci, l'apparition de cette variable là, juste au-dessus de SP group, qu'on n'avait pas dans le premier cas, n'est-ce pas? On ne l'avait pas. Donc, voilà déjà une première différence. Alors, vu que nous avons plus d'informations, nous pouvons, par exemple, maintenant donner plus facilement la valeur de la densité totale de charge. Il suffit. Oui. On va chercher plutôt comme ceci. Density. Voilà. Ok. Celle-ci, donc la densité de charge totale, elle se donne en électrons par bord au cube. Bon, je pense que ça fait partie des éléments qu'il fallait que nous regardions, n'est-ce pas? Dans la valeur de la densité électronique, n'est-ce pas? Elle se donne, comme on le voit ici, en électrons par bord au cube. Alors, la voici. Elle est donnée là, n'est-ce pas? Où nous pouvons. Donc, nous avons ici le maximum, n'est-ce pas? Qui est là. Et le prochain maximum qui est donné ici avec le minimum et le prochain minimum. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les deux minima sont égaux, tandis que les maximums sont différents. Mais ce que nous devons quand même remarquer, c'est que ce maximum-là, il est obtenu entre les deux atomes, à une certaine distance entre les deux atomes, l'atome de lithium et l'atome d'hydrogène. Donc, vu que les masses des deux atomes sont différentes, on voit bien que
ce maximum-là n'est pas obtenu exactement au milieu. Si nous travaillons avec l'atome d'hydrogène, on se serait rendu compte que ce maximum s'obtient exactement au milieu, c'est-à-dire à mi-distance entre les deux atomes. Mais pour notre cas ici, pour la molécule de LiH, c'est bel et bien entre les deux atomes, mais pas à mi-chemin. Alors, je pense que nous avons fini avec l'obtention de la pseudo-énergie totale. Nous allons passer maintenant au cas du calcul de la distance interatomique. Ici. Alors, ce qu'on doit d'abord remarquer, c'est que le calcul que nous avons fait précédemment a été fait pour une distance bien précise entre l'atome de lithium et l'atome d'hydrogène. Alors, on se poserait donc la question suivante. Comment faire pour obtenir cette valeur de l'énergie totale pour différentes distances interatomiques? Alors, une manière de procéder serait de créer un fichier d'entrée pour chacune des distances interatomiques, n'est-ce pas? Ou bien pour ceux qui travaillent sous Linux, d'écrire un script qui va carrément créer ces fichiers d'entrée, les exécuter, puis on va lire l'information qui nous intéresse dans les fichiers de sortie. Alors, en tenant compte que tout le monde ne sait pas utiliser un script, les concepteurs de Abinit ont pris la peine d'essayer de faciliter à l'utilisateur lambda cette procédure-là. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre nouveau fichier d'entrée qui se trouve lui dans le répertoire T3. Alors, pour ce faire, nous allons, pour plusieurs distances interatomiques que nous prenons ici entre 2,5 bords et 3,5 bords, nous allons recueillir dans le fichier de sortie les valeurs, dans les énergies totales, c'est-à-dire l'énergie totale du système en fonction de la distance interatomique. C'est-à-dire nous allons regarder ces valeurs-là dans le fichier de sortie qui sera ici LIH T3.abo. Donc, ce que nous voyons ici, ce sont les résultats, une partie des résultats que nous allons obtenir tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais avant d'y revenir, nous allons ouvrir ce fichier-là, se trouve ici, dans ce répertoire, et le comparer avec le fichier précédent, parce que pour une meilleure compréhension. Alors, je vais essayer de scinder comme ceci et prendre de ce côté notre fichier. On peut prendre, pas celui-là, c'est pas nécessaire. On va prendre alors le tout premier fichier sur lequel nous avons travaillé. Alors j'agrandis. Donc à droite nous avons le fichier qui se trouve dans le répertoire T1 et à gauche le fichier qui se trouve dans le répertoire T3, celui sur lequel nous allons travailler présentement. Alors je veux calculer l'énergie totale pour chaque distance interatomique, c'est-à-dire en allant de 2,5 jusqu'à 3,5. Ça fait, donc alors, je décide que je vais calculer pour 21 points, n'est-ce pas? 21 points, donc je dois donner le nombre de données ici à générer, qui vont être générées automatiquement par l'interpréteur de Abinit. Puis, je dois donner, et voici, première différence, n'est-ce pas? La position initiale dans l'espace en coordonnées cartésiennes de mes atomes. Alors, ici, première chose, comme nous sommes en coordonnées cartésiennes, on utilise la variable x4, on doit mettre 2 points. Ça, c'est la première chose, les 2 points. Ici, la première ligne, donc, concerne les coordonnées cartésiennes de l'atome de lithium. Je vais supposer
que mon atome de lithium reste sur place, c'est-à-dire il ne se déplace pas. Donc il est, comme précédemment, à l'origine du repère, donc coordonnée 0, 0. Tandis que l'atome d'hydrogène sera à la position 2,500, n'est-ce pas? Alors, maintenant, je dois faire incrémenter la variable xk, c'est-à-dire les coordonnées. Alors, les coordonnées de l'atome de lithium ne changent pas, donc il n'y a pas d'incrémentation ici. Donc le plus, c'est pour montrer qu'il y aura incrémentation. Comme j'ai dit que je veux 21 données, n'est-ce pas? Et dès le départ, j'ai dit que je veux quitter de 2,5 à 3,5. Alors, il faut que mon pas d'incrémentation soit de 0,05. Comme ça, en sachant que la première donnée, dans la première donnée sera pour cette position-ci, n'est-ce pas? 2,500. Puis il y aura les 20 prochaines qui vont me mener à la position 3,500. Donc mon pas d'incrémentation est de 0,05. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire, on voit déjà la première différence là, n'est-ce pas? Puisque je suis là en train de définir mes données. Puis, il me faut récupérer à chaque fois la fonction d'onde ayant convergé dans mon calcul précédent, n'est-ce pas? Parce que, comme on l'a vu précédemment, le calcul va être fait jusqu'à ce qu'il y ait convergence. Une fois qu'il y a convergence, la variable getWFK avec pour valeur moins 1 va me permettre de récupérer la fonction d'onde ayant convergé dans le calcul précédent. Alors, par exemple, lorsque je serai à la position 2,55, il me faudra récupérer dans le calcul qui a été fait à la position 2,5, n'est-ce pas? La fonction d'onde ayant convergé. Alors, la prochaine différence, ici, c'est que je vais définir le nombre de bandes, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous jetons un coup d'œil au fichier de sortie de tout à l'heure, on prend même ce cas-ci. Si on prête attention, on peut voir que le nombre de bandes a été calculé automatiquement précédemment et que on en a 3. Ce nombre de bandes tient compte du nombre d'électrons de notre molécule. Alors on sait que le lithium a 3 électrons, tandis que l'électron en a 1. Alors le système, une fois mis ensemble, c'est-à-dire une fois les deux molécules sont, les deux atomes, autant pour moi, sont mis ensemble, se rend compte que le nombre de bandes sera égal à 3. Alors, nous n'avons pas besoin ici de toutes les bandes, nous nous contentons de 2 bandes. C'est-à-dire nous allons supposer que seules 2 bandes sont occupées. C'est pourquoi nous mettons la variable n bandes qui concerne le nombre de bandes. Nous choisissons 2. Alors, vous êtes libre de choisir 3, n'est-ce pas? Ou une valeur plus grande, mais nous n'avons pas besoin d'une valeur plus grande. Nous nous contentons juste de 2. Alors, voilà pour les différences, n'est-ce pas? Alors, dans la suite, c'est comme précédemment, ce sont les mêmes variables, que ce soit le chemin vers les fichiers de pseudo-potentiel, la définition de la cellule unitaire, le nombre de types d'atomes, les fichiers pseudo-potentiels, les numéros atomiques, le nombre d'atomes, les types d'atomes, l'énergie cinétique de coupure, que nous laissons toujours à 20, n'est-ce pas? Le nombre maximal de cycles SCF, la tolérance, n'est-ce pas? Et enfin la variable d'IMAC. Alors, je rappelle ici, n'est-ce pas? Voici la différence qu'il y a entre ce fichier pour notre troisième exécution, n'est-ce pas? Pour notre troisième simulation, et le fichier, le tout premier fichier que nous avons eu à utiliser. Alors, maintenant, nous allons nous rendre dans ce répertoire-là, n'est-ce pas? Cette fois-ci, c'est T3. Puis, nous allons exécuter, n'est-ce pas? Alors, cette fois-ci, le calcul prendra un peu plus de temps, vu que nous devons calculer cette énergie totale pour 21 points, n'est-ce pas?
ça prend un tout petit peu plus de temps. Vous voyez, à chaque étape, des fichiers sont générés, n'est-ce pas? Chacun des fichiers qui est généré là correspond à une distance interatomique, c'est-à-dire l'ensemble. Il y a un ensemble de fichiers qui sont créés à chaque fois et chacun d'eux correspond à une distance interatomique. Alors, c'est bon. Le calcul s'est terminé. Vous voyez, bon, la molécule n'étant pas très lourde, le calcul ne met pas beaucoup de temps. Maintenant, nous pouvons ouvrir le fichier de sortie standard que voici. Alors, je vais fermer cette vue. Alors, voici le fichier de sortie. Et ce qui nous intéresse se situe bien plus bas. On va descendre vraiment en bas. Voilà. Donc, vers la fin du fichier, nous avons les différentes énergies totales. Alors, la première E totale 1 correspond au cas où nous étions à la distance interatomique qui valait 2,5 bohr. Ainsi de suite, ça évolue jusqu'à 3,5 bohr. Alors, lorsque nous regardons attentivement, qu'est-ce qu'on remarque? Ici, entre l'énergie totale obtenue à la 17e itération et celle obtenue à la 18e itération, n'est-ce pas? On constate qu'il y a un changement, n'est-ce pas? Le changement est entre les deux. Et non entre la 18e et la 19e, parce que il faut être méticuleux quand on regarde ici, n'est-ce pas? En se mettant au 6e chiffre après la virgule. Ici, on a 5, tandis que ici, à la 17e, on a 7, n'est-ce pas? Donc, cette énergie, elle est plus petite de la 17e itération, est plus petite que celle de la 19e itération. Cela suppose donc que entre les distances atomiques correspondant à la 17e et la 18e itération, nous avons l'énergie la plus basse. N'est-ce pas? Et cette distance-là correspond à quoi? À 3,35 bohr et 3,4 bohr, comme on peut s'en rendre compte ici. Alors, nous allons tracer cette courbe, n'est-ce pas? Alors, je l'avais déjà fait avant. Bon, c'est-à-dire j'avais déjà pris les données. Je choisis d'utiliser Jupyter Notebook parce que cela me semble un peu plus aisé pour faire le tracé de ma courbe. Donc, je vais exécuter et puis on pourra aussi visuellement se rendre compte que ok, bon, là voilà, n'est-ce pas? Alors, quand on regarde bien, entre la 17e et la 18e, nous avons un minima là, parce qu'en réalité, lorsque on observe attentivement, on voit bien qu'après ça remonte, n'est-ce pas? Là, ça remonte. Alors, on peut également, en regardant le fichier de sortie, on regarde les forces, comme je disais, entre la 17e et la 18e itération, on voit que le signe de la force change, n'est-ce pas? Ici, ouais, on a un signe moins, là, tandis qu'ici, on a un signe plus. Preuve que le minima se trouve bel et bien entre ces deux distances interatomiques que sont 3,35 bohr et 3,4 bohr. C'est ce que nous avons signifié également ici, n'est-ce pas? On voit que le signe de la force a changé. Alors, ça c'était pour la première méthode, en fait, pour le calcul de la distance interatomique. Bon, parce que nous pouvons faire une interpolation ici, c'est-à-dire, bon, on peut supposer qu'on peut prendre la moyenne des deux distances là. Alors, je vais prendre ma calculatrice. Je prends ma calculatrice là. On va faire un calcul bien fait.
Alors, on peut se dire que nous prenons la moyenne des deux distances, donc 3,35 plus 3,4. Et nous divisons par 2. Donc, on peut supposer que la distance interatomique pour laquelle nous avons l'énergie la plus basse serait, je dis bien serait, de 3,375 bords. Alors, ça c'était pour la première méthode. Alors, pour la deuxième méthode, nous allons voir la différence avec le fichier. Cette fois-ci, nous allons aller dans le répertoire T4. Dans le répertoire T4. N'est-ce pas? Et ouvrir. Alors, pour qu'on puisse voir la différence. Alors, ici, la différence, elle va se situer à ce niveau. Alors, je vais encore, comme tout à l'heure, comparer avec le tout premier fichier. Donc, le tout premier fichier d'entrée. On va comparer avec là. Bon, il va falloir que je ferme certains. Alors, voici notre premier fichier. Alors, ici, dans la deuxième méthode, ce que nous allons chercher à faire, ça sera d'optimiser la distance interatomique. Alors, la variable ion mauve, c'est-à-dire voilà la première différence, ion mauve, que nous allons mettre à 22, va nous définir un algorithme qu'on appelle ici l'algorithme Limited Memory Breakdown Fletcher Goldfarb Channel Minimization. Alors, donc, nous avons choisi, dans la documentation de Abinit, il est conseillé de prendre la valeur 22, n'est-ce pas? Mais lorsque vous allez parcourir le tutoriel de Abinit, la valeur qu'ils ont pris, c'est 2. Mais moi, j'ai préféré prendre cette variable à 22, car tel que c'est dit dans la documentation, cet algorithme est mieux optimisé par rapport aux autres. Alors, ça c'est la première différence. Nous avons également défini le nombre maximal d'intervalles de temps de l'algorithme. Cette fois-ci, nous allons définir un critère d'arrêt pour l'optimisation de géométrie. Cette fois-ci avec la variable TOLMXF. Alors, le simple fait de définir cette variable nous oblige plus bas à commenter la variable sur le critère d'arrêt que nous utilisions précédemment, n'est-ce pas? Car il n'est pas permis de définir ces deux variables en même temps. C'est-à-dire, donc voilà une seconde différence, n'est-ce pas? Donc, nous définissons cette variable et nous définissons également la tolérance sur la différence relative des forces. Alors, donc, la présence de ces deux variables implique nécessairement de ne pas utiliser celle-ci. Alors, la dernière différence, ça sera bon. Comme tout à l'heure, nous avons décidé de définir le nombre de bandes à 2, comme nous l'avons fait précédemment. Et donc, les positions cartésiennes sont celles que nous avions utilisées dès le départ. C'est-à-dire, nous commençons en mettant l'atome d'hydrogène à la position 2,835 bords. Alors, si tout est clair, puisque tout est clair, autant pour moi, puisque tout est clair pour les différences, nous pouvons maintenant lancer l'exécution de notre fichier. Nous allons nous rendre dans le répertoire correspondant, puis lancer l'exécution. Alors, cette fois-ci, contrairement au cas précédent, il n'y a pas plusieurs fichiers qui sont créés. C'est-à-dire qu'il faut comparer avec ce que nous avions tout à l'heure. Juste quelques fichiers. Et alors, une fois que le calcul est terminé, nous pouvons ouvrir le fichier de sortie standard. N'est-ce pas? Et à l'intérieur, nous aurons l'énergie. C'est-à-dire, puisque
tout a été optimisé. Nous avons optimisé la distance interatomique, n'est-ce pas? Et nous aurons l'énergie totale. Il faut toujours se rendre un peu plus bas. Alors, voici donc l'énergie totale, c'est-à-dire qui a été optimisée dans ce cas-ci, n'est-ce pas? Et nous avons également plus bas les coordonnées cartésiennes optimisées. Donc, tout a été fait de manière automatique, n'est-ce pas? Donc, si nous revenons là. Donc, voici l'énergie totale, la force qui est donnée là. Alors, comme précédemment, on voit bien que dans le cas, la force concernant l'atome de lithium est orientée vers les X négatifs, tandis que celle qui s'applique sur l'atome d'hydrogène est orientée vers les X positifs. Alors, maintenant, la distance interatomique optimale, c'est-à-dire pour laquelle nous avons l'énergie la plus basse, va donc se calculer en faisant la différence entre la position, bon ici, puisque nous n'avons rien souvent l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z, il suffira de faire la différence entre cette position-ci de l'atome d'hydrogène et celle-ci qui concerne l'atome de lithium. On va trouver que c'est à peu près 3,330 bords, ce qui est sensiblement égal à 1,762 angstroms. Alors, il est également possible de visualiser un fichier de sortie. On va utiliser, et ceci uniquement pour ceux qui ont installé AbiPy. Nous allons procéder comme tout à l'heure. N'est-ce pas? Alors, remarquez que la différence avec tout à l'heure, c'est ceci, n'est-ce pas? Ce fichier-ci. Nous devons nous assurer que ce fichier existe. Je vais le montrer avant de passer à l'étape suivante. C'est celui-ci, n'est-ce pas? Donc, nous allons visuellement faire notre observation, n'est-ce pas? Tout à l'heure. LIH 4O. Non. On va patienter. On va patienter. Ok, cela va s'afficher d'un moment à l'autre. Voilà. Donc, visuellement, on peut avoir des informations. Alors, ça c'est pour ceux qui désirent plutôt quelque chose de visuel. On a ça. Bon, je vais mettre ça un peu plus grand. Là, on voit comment à chaque fois il y a eu la convergence. Ici également, pour l'énergie totale, on voit comment ça converge jusqu'à une certaine valeur. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est pour ceux qui désirent observer les choses de manière graphique en utilisant AbiPy. N'est-ce pas? Mais sinon, nous avons pu, sur la base de la lecture du fichier de sortie, obtenir les informations qui nous intéressaient. Alors, maintenant que nous avons obtenu, on va dire les coordonnées cartésiennes optimales, sont données là. Ce sont elles que nous allons utiliser pour la suite, n'est-ce pas? Puisque nous avons pu ici de deux manières différentes calculer la distance interatomique optimale, c'est-à-dire celle pour laquelle on a le niveau d'énergie le plus bas, n'est-ce pas? Alors, donc, tout a été fait ici de manière automatique parce que
on peut très bien constater, n'est-ce pas, et ça se voit, qu'il y a une légère différence entre cette énergie totale que nous prenons ici être la plus basse et celle que nous avions obtenue précédemment. Parce que lorsqu'on regarde attentivement, cette énergie-ci, on est E total 18, est inférieure à celle-ci. Sauf que malheureusement, dans le cas précédent, la distance interatomique n'est pas du tout optimisée. Alors, maintenant que nous avons nos coordonnées cartésiennes optimales, nous allons passer à un calcul de la densité de charge. Alors, ici, nous allons simplement modifier notre tout premier fichier d'entrée, c'est-à-dire en prenant la distance, c'est-à-dire les coordonnées cartésiennes optimales, n'est-ce pas? Et nous allons introduire une nouvelle variable à laquelle nous allons donner la valeur 1. Cette nouvelle variable va nous permettre d'obtenir la densité de charge, électronique, n'est-ce pas? Alors, nous allons également, dans ce cas-ci, passer à la visualisation. Nous allons utiliser Code 3D qui vient avec Abinit pour visualiser les isosurfaces de densité. Bon, également à la fin, si AbiPy est installé, on peut l'utiliser pour visualiser les isosurfaces de densité en invoquant le logiciel Vesta. Encore que bon, bien avant, n'est-ce pas, lorsque nous allons utiliser Code 3D, il est bien possible, si nous n'avons pas AbiPy, mais si nous avons quand même Vesta, il est possible de visualiser les isosurfaces de densité avec Vesta directement en générant le fichier adéquat qui va être lu par Vesta. Alors, dans ce cas-ci, ça ne sera plus le fichier de sortie standard qui va nous intéresser, ça sera plutôt ce fichier-ci, LIHT5ODEN. Donc, le DEN à la fin, là, c'est pour nous dire que ce fichier va contenir la densité de charge. Alors, premièrement, donc, je vais montrer ce fichier. Bon, permettez que je ferme ceci. On va laisser juste un ouvert, le tout premier. La comparaison. Donc, je me rends dans ce répertoire, n'est-ce pas? Et j'ouvre mon fichier d'entrée que voici. D'accord. Alors, comme précédemment, nous allons comparer notre nouveau fichier d'entrée avec le tout premier. Alors, comme nous l'avons mentionné, nous allons imprimer la densité de charge qui correspond à la distance interatomique optimisée en exploitant la variable PRT-DEN qu'on va mettre ici à 1. Puis, l'autre différence, ça sera ici, n'est-ce pas? Puisque nous avons précédemment, comme on l'a dit, précédemment, nous avons eu la distance interatomique optimisée. Alors, le reste, c'est sans changement. Il n'y a aucun changement. Puis, nous allons faire nos calculs à partir de ce fichier-ci. Alors, donc, ce que nous allons faire, dans notre terminal, comme tout à l'heure, nous nous rendons dans le répertoire correspondant. C'est le numéro 5, n'est-ce pas? Alors, chaque fois, on montre. Et maintenant, nous allons l'exécuter. Voilà. Ok. Le calcul est terminé. Alors, cette fois-ci, nous avons demandé à imprimer le fichier qui va contenir la densité de charge. C'est celui-ci. Donc, nous souhaitons maintenant explorer ce fichier-là. Alors, on se rend compte qu'il est d'abord différent des autres, n'est-ce pas? Puis,
Il n'y a même pas moyen de l'ouvrir avec l'éditeur de test. Bon, nous allons essayer ici avec notre éditeur de test pour voir ce que ça donne. N'est-ce pas? On essaye de l'ouvrir. Alors, on se rend compte qu'il n'est pas lisible, n'est-ce pas? Du moins, il n'est pas compréhensible pour un être humain normal. Alors, vous voyez, tous les caractères là ne sont pas compréhensibles, mais il y a des informations là-dedans. Et c'est à ce niveau qu'entre en jeu Code 3D. Code 3D va nous permettre de lire le contenu de ce fichier qui, de prime abord, semble illisible. N'est-ce pas? Donc, on va maintenant se servir de Code 3D. Alors, rentrons dans notre terminal. Puis, nous allons appeler le logiciel Code 3D qui vient déjà avec Abinit et suivre les étapes. Mais la première des choses, il fallait que je le dise avant. Ce que nous devons retenir, c'est le nom de notre fichier qui contient les densités de charge. Que voici. C'est ce nom-ci. Nous devons absolument le retenir. N'est-ce pas? Alors. Un instant. Je reviens dans mon terminal. Alors, si je fais la ls, comme j'ai dit, c'est ce fichier-ci qui nous intéresse. Alors, je vais copier son nom pour plus de facilité. Pour des facilités pour la suite. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler cut 3D et de suivre les instructions. Alors, la première des choses, c'est que celui-ci me demande le nom du fichier qui contient dans des informations sur la densité de charge. J'insère ce nom, je valide, puis on me demande le type de fichier que je voudrais en sortir. Alors, on va d'abord premièrement commencer par un fichier que nous pouvons lire. C'est-à-dire, nous allons choisir l'option 6. On nous demande le nom du fichier. Donc, je vais éviter qu'il soit identique. Je vais ajouter là, juste à la fin, index. Je valide. Alors, avant de continuer, je ne vais pas fermer le terminal. Je reviens dans le répertoire. Et un nouveau fichier a été créé avec index à la fin. Cette fois-ci que je peux ouvrir et qui est lisible maintenant. Vous voyez, on a des valeurs. Ce qu'on ne pouvait pas voir tout à l'heure. N'est-ce pas? Voilà. Celui-ci est lisible. N'est-ce pas? Donc on peut, avec un logiciel adéquat, pouvoir exploiter ces informations-là. Alors, maintenant, on peut être amené à vouloir visualiser, n'est-ce pas? C'est-à-dire, alors, au lieu de sortir, je vais maintenant prendre cette option, n'est-ce pas? Option 9. Donc, puis 1. Et je choisis l'option 9, n'est-ce pas? On me demande le nom du fichier de sortie. Bon, ici, je prends soin d'ajouter l'extension. L'extension ici, c'est XSCF. Je valide. Bon, je vais laisser les valeurs par défaut. Alors, quand je me rends dans le répertoire, on voit ce fichier qui est apparu, que je peux visualiser en utilisant le logiciel Vesta. Directement, j'ouvre avec Vesta. Et je pourrais visualiser les ISO surface. Alors, que voici. Voilà. Donc, je peux visualiser directement les ISO surface. Avec Vesta. Voilà, on voit bien. Alors, je peux également, ça c'est, si j'ai installé AbiPy, je peux également visualiser les ISO surface là en utilisant une autre option. Alors, je reviens dans le terminal, n'est-ce pas?
Parce que j'ai AbiPy, je peux maintenant faire appel à l'option 15. N'est-ce pas? Alors, je donne le nom, n'est-ce pas? Alors, ici, il faut faire très attention. Il faut absolument garder le même nom, n'est-ce pas? Parce que pour la suite, le logiciel voudra absolument lire cette partie-ci à la fin du nom du fichier. Alors, dès que je valide, n'est-ce pas, il s'est créé dans le répertoire un nouveau fichier qui a le même nom que le fichier le fichier qui contient les densités de charge, mais avec pour extension .nc, celui-ci. Alors, comme je l'ai, je peux maintenant visualiser les ISO surface. Alors, je l'ai déjà fait ici. Là, bon, je vais mettre à disposition dans le GitHub ces différents fichiers pour que lorsque vous vous exercez, vous puissiez également reproduire la même chose que moi. Alors, il y a des fonctions de Python à importer, n'est-ce pas? Puis, il faudra exécuter cette ligne. Bon, prend juste un peu de temps pour que ça se charge. Alors, on peut imprimer le contenu. Donc, vous voyez, tout à l'heure, le fichier n'était pas lisible. Mais ici, grâce à AbiPy, je suis en mesure d'avoir des informations qui sont compréhensibles pour moi, n'est-ce pas? Ça a par exemple les coordonnées cartésiennes des différents atomes qui ont été lus à partir du fichier de densité de charge, n'est-ce pas? Je peux me permettre de faire un tracé en 2 dimensions qui montre comment évolue cette densité de charge en fonction de la distance par rapport à l'atome de lithium. Et également, je peux, comme tout à l'heure, visualiser avec Vesta. Si Vesta est installé dans ma machine, vous voyez, comme tout à l'heure, on obtient le même résultat pour la visualisation des isosurfaces de densité. Alors, bon, c'est ce que nous pouvions présenter, c'est ce que nous avions envie de présenter concernant le calcul de la densité de charge, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous avons imprimé dans un fichier ces densités de charge, là, n'est-ce pas? Puis, nous avons montré comment, grâce au logiciel Cut 3D, nous pouvons visualiser ces isosurfaces de densité. C'est-à-dire, on peut avoir un fichier avec des valeurs numériques qu'on pourra interpréter ou bien générer un fichier un fichier de sortie qui peut être appelé par un autre logiciel et qui nous permet d'avoir une visualisation en image, et ceci en 3 dimensions. Alors, la dernière étape de ce tutoriel d'aujourd'hui va consister en le calcul de l'énergie d'atomisation. Alors, l'énergie d'atomisation, c'est quoi? C'est cette énergie nécessaire, ou bien disons qu'il faille fournir à notre molécule afin de la séparer en ses différents constituants. Alors, dans le cas de notre molécule de LiH, comment nous allons la calculer? Cette énergie d'atomisation va être donc la différence entre l'énergie totale de la molécule de LiH et la somme des énergies prises séparément de l'atome de lithium et de l'atome d'hydrogène. Nous allons, comme précédemment, créer un fichier. Nous allons dans un autre répertoire, parce que ici, au moins, nous avons l'avantage que le calcul précédent, qui a été fait ici, avec le LiHT4, nous a permis d'avoir l'énergie totale de la molécule de LiH pour une distance interatomique optimisée.
c'est celle-là ici, moins 7, à peu près moins 7,628, n'est-ce pas? Donc nous allons prendre cette énergie-là, nous la connaissons déjà. Maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de faire le calcul des énergies pour le cas de l'atome d'hydrogène et également pour le cas de l'atome de lithium. Une fois que nous aurons ces énergies-là, nous allons pouvoir calculer cette différence. Donc, nous allons, comme précédemment, nous rendre dans le répertoire. Cette fois-ci, c'est le T6. Dans ce répertoire-là, nous avons nos deux fichiers, n'est-ce pas? Alors, nous allons les ouvrir. On commence par celui de l'atome d'hydrogène. Alors, ce fichier est différent du premier en ceci que, premièrement, il ne concerne que l'atome d'hydrogène. Puis, il y a de nouvelles variables que nous allons introduire là. La première qu'on appelle ici NS2POL, que nous mettons ici à 2, qui est la variable qui permet de faire un calcul de spin polarisé. Parce que lorsque nous prenons un atome tout seul, n'est-ce pas, les électrons libres, on va dire, seront polarisés. Ils seront soit en spin up ou bien en spin down, n'est-ce pas? Nous devons définir également la variable permettant de paramétrer le nombre d'occupations. Nous mettons à 2. Alors précédemment, nous n'avons pas eu à faire cette variable parce que nous n'en avions pas besoin. Donc par défaut, elle est à 0. Donc lorsque nous la mettons à 2, cela signifie que nous allons devoir donc définir le nombre d'occupations des états de spin ici, n'est-ce pas? La variable OCC. Nous disons ici que seul le spin up est occupé, c'est pourquoi nous mettons ici à 1 et 0. Le nombre de bandes, n'est-ce pas? Nous avons 1 pour le spin up et 1 pour le spin down. Et comme précédemment dans le LIH T2, nous allons augmenter le volume d'informations à imprimer. Alors, pour le reste, le chemin pour le fichier de pseudo-potentiel, il reste le même. On garde la même définition de la cellule unitaire, parce qu'il faut que nous restions dans les mêmes conditions. Mais sauf cette fois-ci, comme nous travaillons qu'avec un seul atome, le nombre de types d'atomes, c'est 1. Le fichier pseudo-potentiel, c'est H.PSP8, n'est-ce pas, qui correspond à celui de l'atome d'hydrogène. Le numéro atomique ici, c'est 1. Le nombre d'atomes, c'est 1. Le type d'atome, c'est également 1. Puis, bien qu'on aurait pu mettre l'atome d'hydrogène à la position optimale de tout à l'heure, cela n'est pas forcément nécessaire. Donc, nous le laissons là à l'origine. Supposons qu'il reste à l'origine. Et les autres informations restent identiques. Alors, d'accord. Maintenant, si nous jetons un coup d'œil au cas de l'atome de lithium, on prend la même chose, sauf qu'ici, nous devons modifier le nombre d'occupations pour les états de spin. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'atome de lithium, lui, il a 3 électrons. Donc, les occupations ici doivent être définies différemment du cas de l'atome d'hydrogène. N'est-ce pas? Ben, on garde le même nombre. En termes de nombre de bandes, on ne change rien. Et le spin aussi, bon, le spin, dans la variable donnant l'estimation du spin d'un atome ici, on considère toujours on doit avoir un spin up. C'est la même chose qui a été faite ici dans le cas de l'atome d'hydrogène. Donc, maintenant que nous avons nos deux fichiers d'entrée, bien évidemment, le reste c'est sans changement, n'est-ce pas? La différence ici c'est que bon, le numéro atomique nous allons prendre 3 et nous laissons toujours aussi cet atome à l'origine, n'est-ce pas? Donc, nous avons nos deux fichiers d'entrée. Il ne nous reste plus qu'à les exécuter. Bon, nous allons d'abord sortir de ceci, n'est-ce pas? Changer de répertoire. Donc, nous allons commencer par l'atome d'hydrogène, ici, n'est-ce pas? HT6. On met ici là. H.
que les fichiers de log soient différents, les fichiers d'erreur et de log soient différents. N'est-ce pas? On exécute. Puis, nous avons là notre fichier de sortie. Nous pouvons, vers la fin, lire l'énergie totale. N'est-ce pas? Moins 4, à peu près moins 4,8 fois 10 puissance moins 1. N'est-ce pas? Maintenant, on passe autour de l'atome de lithium. On patiente un peu. Voilà. Fichier de sortie. Dans le cas de l'atome de lithium, on trouve moins 8, à peu près moins 8,48. C'est là. Alors, nous avons nos deux énergies pour chaque atome. Nous avions l'énergie totale pour la molécule de LiH. Nous pouvons maintenant calculer l'énergie d'atomisation. Alors, c'est ça ici. Donc, on va prendre ceci, moins la somme de ces deux énergies, et on trouve à peu près 5,653 atri. Alors, voilà ce que nous obtenons en termes de calcul. Alors, cependant, il faudrait dire que nous avons défini les choses de manière sommaire, n'est-ce pas? Il n'est pas dit que les variables telles que nous avons utilisées, elles sont correctes. Par exemple, l'énergie de coupure a une influence, n'est-ce pas, sur les résultats. Le paramétrage de la cellule unitaire a également une influence. Et il y a également la variable IXC que nous n'avons pas définie, mais qu'on peut remarquer ici, à chaque fois, elle vaut moins 1012. N'est-ce pas? Tout le temps, elle vaut moins 1012. Nous ne l'avons pas paramétrée. Or, ce sont des variables sur lesquelles, si nous changeons la valeur, cela pourra améliorer le résultat que nous allons obtenir. Mais ce n'est pas pour ce tutoriel. Nous reviendrons sur ces variables-là dans les prochains tutoriels pour voir comment on peut améliorer les résultats de calcul. Encore une fois, comme je dis à chaque fois, la documentation de Abinit se trouve sur le site tel que ces données-là, n'est-ce pas? Et je tiens, avant de terminer ce tutoriel, remercier tous ceux qui m'encouragent, n'est-ce pas? J'espère que les vidéos sont assez explicites et pourront aider ceux qui veulent utiliser Abinit. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine fois.